Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 23 juin 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui, toujours en VR, pour parler de l'actualité crypto, pour parler de l'analyse crypto, dans lequel on va passer en revue un petit peu les allégations qu'il y a eu aujourd'hui, enfin en tout cas hier. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Il y a quand même un positionnement qui est en train de se faire au niveau des institutions mondiales, au niveau des cryptos en général, donc ça va être vraiment très intéressant de voir l'impact que ça aura sur le long terme. C'est la discussion qu'on aura aujourd'hui à travers plusieurs articles de presse. Et ensuite, on ira faire un tour sur la partie technique dans laquelle on voit qu'on a une très belle consolidation. Et on va se poser les questions suivantes. C'est est-ce que cette consolidation est réellement uniquement BTC? Est-ce que la macro va si bien que ça? Est-ce que on va, oui ou non, casser ce mur des 31 000 pour aller chercher les 35 000? La réponse, c'est tout de suite. On attaque tout de suite les news avec le FMI qui change de ton. Alors très intéressant, c'est que le FMI de base a toujours condamné tout pays qui était pro-Bitcoin. On se rappelle vraiment des allégations en disant que c'était catastrophique que certains pays puissent prendre Bitcoin comme étant une monnaie légale. Ce FMI-là, en même temps, est en train de statuer que la gestion de la crypto-monnaie ne peut pas se faire à travers une suppression, ou en tout cas un bannissement, et que ça ne fonctionnera pas. Et c'est très important de noter ce shift-là, parce que du coup on se retrouve dans quelque chose où on doit réglementer, et c'est un petit peu ce que le FMI demande. Il demande une réglementation des assets numériques dans l'ensemble des pays, et qu'il y a peu de pays dans lesquels justement ça pourrait fonctionner le bannissement, et ils disent que voilà, il y a peu de pays qui ont vraiment banni totalement la crypto, et que à cause justement de leur potentiel risque, mais que cette approche ne sera pas donc réellement impactante sur le long terme. Et c'est exactement l'élément important aussi, c'est que ça montre que sur un FMI, on commence à avoir un shift qui est en train de se faire. Parce que le FMI à la base ne sera jamais pro-crypto, et il ne sera jamais dans l'idée de dire que la crypto peut être une monnaie quoi qu'il arrive. Et ça c'est très important, ça veut dire que généralement il sera toujours négatif vis-à-vis de la crypto. Le fait d'avoir une non-négativité, ou en tout cas une diminution de la négativité pure, le fait de dire que le bannissement ne fonctionnera pas, ça montre justement qu'il y a un shift qui est en train de se faire, shift qui est peut-être aussi porté par tout le reste, c'est-à-dire que maintenant on a Valkyrie qui se lance justement dans l'ETF Bitcoin crypto, donc encore une fois un ETF spot qui est demandé à la SEC, donc on continue à avoir des gros acteurs, vraiment très très gros acteurs, qui continuent justement à demander des ETF. Alors, pour rappel, tous les ETF ont été demandés à la SEC, mais la SEC n'a toujours pas répondu. Ça va prendre du temps, ça va prendre potentiellement des semaines, voire même des mois à avoir un retour, surtout vu le cadre législatif qui est en train d'avoir, et je pense que les discussions sont très très salées actuellement. Et là-dessus, il va falloir vraiment prendre conscience que ça va prendre du temps à se mettre en place. Par contre, ce qui est vraiment aussi important par rapport à toutes les quotidiennes que je vous ai faites, c'est que je vous ai expliqué que là, ce shift qui est en train de se faire, c'est un shift vraiment institutionnel, et ça montre que là-dessus, on a une volonté d'exposition. Si on a des mastodontes comme BlackRock, comme Valkyrie qui arrivent dans la danse avec Bitcoin, on peut supposer qu'on aura aussi Ethereum qui arrivera à un moment donné, mais quand ils arrivent dans la danse par rapport à ça, ça veut dire qu'ils ont une demande qui est vraiment forte. Et pourquoi ça arrive maintenant? Parce que là, ça sous-entend qu'on est vraiment dans une zone où le bear peut potentiellement être terminé, peut potentiellement finir cette zone de latéralisation pour reprendre en tout cas un cycle classique dans lequel on pourrait avoir une accélération, puis une respiration, et ensuite préparer justement l'explosion du bull run. Et ce moment, en fait, le moment où ça a été choisi, est vraiment très important. C'est comme je vous l'ai expliqué, on est dans un momentum où on a une pression qui est en train d'être effectuée sur les principaux exchanges crypto un peu partout dans le monde, et notamment Binance et Coinbase aux USA, et à côté on a justement des gros acteurs qui lancent leur leur exchange aussi, donc c'est-à-dire leur marketplace sur les crypto-assets. Alors on ne sait pas encore quelle crypto sera accessible, mais du coup on se retrouve quand même sur un concurrent de Binance et Coinbase qui arrive pour s'implanter dans le marché US, donc là-dessus c'est vraiment très très fort. Ça veut dire que les investissements qui sont en train d'être effectués sont vraiment sur le long terme. Créer un exchange crypto, créer une plateforme justement d'achat et de revente et de trading, ce n'est pas quelque chose qui coûte 2 centimes, c'est quelque chose qui coûte
très cher en termes d'investissement et de R&D, et donc forcément ça veut dire que ce type d'investissement n'est pas fait pour du court terme, et que ça sous-entend aussi que ces mastodontes ont pour idée qu'il va y avoir une régulation plus saine qui va arriver, et c'est justement la discussion qu'on a eue hier dans la quotidienne. D'ailleurs je vous mettrai le lien en haut à droite si jamais ça vous intéresse, et on continue un petit peu dans les nouvelles avec justement BlackRock. BlackRock qui continue à expliquer son positionnement au niveau des crypto-monnaies, notamment il va parler de la tokenisation, et il considère que la tokenisation est vraiment une transformation structurelle très très forte, et que ça impactera fortement la finance, à travers notamment ce qui est en train d'être effectué au niveau de la finance décentralisée. On a une explication de, justement, que la tokenisation qui est utilisée dans la finance décentralisée sera certainement l'avenir de la finance actuelle. Les limitations de la finance décentralisée à travers notamment l'absence de KYC et tout ce qui peut structurer autour de la décentralisation pourrait être gênant, mais la technologie en elle-même est vraiment très puissante et devra justement transformer et bouleverser la finance tradie. Si je dois vraiment résumer la politique de BlackRock, c'est exactement ça, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on risque de voir dans les 2 ans qui arrive, BlackRock se positionner sur une nouvelle gamme de produits qui sera certainement tokenisée, avec pourquoi pas une blockchain BlackRock, dans lequel on aura l'ensemble des actifs BlackRock qui seront disponibles d'une façon très simple. Alors, vous allez me dire, oui, le TF de base est très simple à utiliser, je suis d'accord avec vous, néanmoins, quand on passera sous une forme de tokenisation, ce sera encore plus simple, et surtout encore moins cher de gérer ça. Là-dessus, ça va être plus compliqué pour les banques, parce qu'ils n'auront pas de frais de courtage, mais ça n'empêche que on aura vraiment une transformation du marché financier. Et d'ailleurs, le marché financier qui commence cette transformation, avec le Crédit Agricole qui obtient le PSAN, très très important, du coup, une banque française, très grosse banque française, qui accepte justement, à travers sa filiale Casis Bank, de faire de la crypto custody. Donc on ne sait pas encore exactement l'offre, mais ça veut dire qu'on commence à avoir vraiment des grosses banques qui commencent à réfléchir, à se positionner dans le stockage et la gestion des actifs numériques. Alors on sait que ce n'est pas que justement cet acteur-là, ce n'est pas que Crédit Agricole, on a quelques autres grosses banques qui commencent à travailler déjà depuis un certain temps, et on a même des banques privées qui commencent à proposer à leurs clients, petit à petit, de pouvoir passer sur de l'investissement en crypto, dans lequel quelque chose qui était à l'origine toxique, où il fallait absolument pas le toucher, où c'était vraiment horrible, où on fermait les yeux dès qu'on parlait crypto, ben là en l'occurrence, ces banques-là, ces mêmes banques, commencent à se rediriger en disant « Ok, bon, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui reste. Comme l'a dit hier Jérôme Powell, ou avant-hier, pardon, Jérôme Powell, dans tous les cas, la crypto est là pour rester, donc à un moment donné, il va falloir faire avec, et donc il va falloir commencer à l'accepter, et je pense que en 2024, on commencera à voir, voire même fin 2023, un certain nombre d'offres, en fait, au niveau de vos banques, pour pouvoir garder vos cryptos, et vous proposer, pourquoi pas, des PER à travers la possibilité d'un ETF Bitcoin ou crypto en général. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un projet dans lequel il y a la mise en place de trackers spécialisés dans les cryptos, et ça, je vous en parlerai certainement bientôt. Au niveau du calendrier, aujourd'hui, nous rappelons que nous avons le PMI service de juin qui tombe, 15h45. Je pense qu'on sera dans les clous, on bouge pas beaucoup depuis un certain temps, donc pour moi, très peu de volatilité à venir. Par contre, au niveau de la volatilité, on est de retour au niveau du BTC sur le CME, weekly, avec une vision Ishimoku, pour pouvoir vraiment avoir cette visibilité de ce breakout qui a eu lieu. On voit que on a la lagging span ici qui s'approche du Kumo, on est limite rentré dans le Kumo. Donc pour moi, le premier blocage va se trouver dans les alentours des 31 600, quand on regarde vraiment sur du Ishimoku. Et ensuite, la lagging span, si jamais on part, bon, bah, la lagging span, on va aller très très haut, hein, parce qu'on a pas grand chose qui peut nous bloquer au niveau du Kumo, et ça sous-entendrait que ici au niveau du cours, hop, au niveau du cours, on dépasserait le Kumo, et ensuite à ce moment-là, on aurait vraiment toute la lagging span qui aurait toute la place pour pouvoir avancer et travailler notamment les 35 000 comme target que l'on pourrait avoir sur justement de l'Ishimoku. Alors, on continue juste avec cette vision en prenant un petit peu de recul, cette fois-ci en weekly toujours, mais sur le total index, juste pour vous montrer quelque chose, que nous sommes bien dans une pattern que l'on retrouve ici, accélération, retracement, accélération, retracement, accélération, sauf que
Sauf que quand on regarde l'accélération précédente, on avait une bougie justement qui avait fait un breakout tout de suite, dans lequel on avait fait un breakout structure, en tout cas une continuité de tendance. Là, on n'a pas fait de continuité de tendance, on a une structuration qui est en train de se faire en amont, il faut bien le prendre en considération. Dans tous les cas, actuellement, nous n'avons pas fait de continuité de tendance pour aller chercher plus haut. D'accord, on est plus dans une forme de retest, il va falloir patienter. Est-ce que c'est alarmant? J'ai tendance à vous dire non, parce qu'on a du passif qui nous montre que ça s'est parfois fait en 2 bougies, mais en tout cas, c'est logique qu'on ait une respiration dans une zone qui est vraiment très importante. Je rappelle que les 30 000, 32 000 $ sont la zone de retest classique des bears. Donc, si on casse cette zone-là et qu'on va chercher 35, le scénario bear de retour à 10 000, 12 000 disparaît totalement, et donc là, on aura vraiment ici un arrêt du combat, et donc on aura une structuration haussière qui sera beaucoup plus lisse et simple en fait à gérer par la suite. Surtout que nous sommes dans une macroéconomie qui est en train de se stabiliser, même si Jérôme Powell nous a clairement dit que d'ici la fin de l'année, il y aurait 1 ou 2 augmentations, peut-être même 3 augmentations des taux d'intérêt, mais ça n'empêche qu'on restera dans les alentours de 5,5, 5,75 au niveau des taux d'intérêt. Le marché est en train de pricer ça doucement, et surtout, on voit qu'on a une décorrélation au niveau du marché. Je vous ai déjà montré la relation BTC-Nasdaq, on voit qu'on est en train de récupérer la sous-performance que l'on avait eue, et quand on regarde au niveau de l'order flow, on voit qu'on est toujours dans quelque chose qui est relativement sain. On a les positions des top traders qui sont en train de tenir, voire même d'augmenter un petit peu au fur et à mesure, donc on a une consolidation aussi des positions qui sont en train de se faire. On a une augmentation du short sur la totalité des comptes, ce qui est classique aussi, dans lequel on se retrouve bien sur une belle divergence entre compte et position top trader, donc ça veut dire qu'on est vraiment bien, on est toujours dans un truc qui est très consolidé, dans lequel on a les 2 CVD qui sont en train de travailler, ce qui est plutôt classique, avec une respiration au niveau de l'open interest. Donc pour moi, on est vraiment dans un mouvement qui est sain, oui, mais qui n'a pas fait de breakout, encore une fois, on n'a pas fait de continuité haussière, on n'a pas cassé 31 000 et surtout structuré au-dessus. Et ça c'est vraiment important, parce que pour l'instant on a juste fait une mèche, donc ça veut dire qu'on a retesté ces zones-là, et il faut impérativement faire plus que retester, il faut casser et structurer au-dessus, idéalement en weekly CME, pour être vraiment clean, mais en tout cas en weekly total index. Donc là-dessus, il va falloir vraiment, là on est dans une zone de latéralisation, il n'y a pas de problème, ce qui est normal après avoir fait une accélération sur justement 2 grosses journées vraiment très vertes, donc avec beaucoup ici de gaps d'ailleurs qui ont été laissés, mais ça n'empêche qu'on a eu une très grosse accélération. Pour moi, c'est logique d'avoir une respiration, un petit peu comme la respiration que l'on avait eue dans cette zone-là, dans laquelle on va avoir après potentiellement une continuité haussière, mais il est vraiment important d'attendre vraiment d'avoir une rupture de ces zones-là et d'avoir une consolidation au-dessus en weekly. Quand on aura ça, clairement, ça veut dire qu'on aura ici le champ libre pour aller chercher plus haut, pour aller vraiment structurer au-dessus, parce qu'on aura les bougies qui seront effectuées ici. Et là-dessus, j'alerte un petit peu sur 2 choses. Un, c'est que on se retrouve quand même sur la différentielle des bounds US entre celui de le yielding de 10 ans et le yielding de 2 ans. On est en train de s'enfoncer, on est en train de se retrouver dans quelque chose où on n'est pas loin de moins 1%. Pour rappel, ce n'est pas normal, on devrait être en positif, étant donné que c'est le différentiel entre les deux. Normalement, on est censé toucher plus lorsque on achète des bons au trésor américain sur 10 ans que sur 2 ans, donc ça sous-entend que le marché est toujours en train de pricer potentiellement une problématique économique court terme, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de cette partie, donc on est plus dans une forme de retest techniquement. On voit que ici on a potentiellement une accumulation qui est en train de se faire, hop, avec le psy SCAR, ST, potentiellement STB, pour ensuite repartir à la hausse. On a fait un petit break of structure ici, j'aimerais bien que on tienne le cours là pour pouvoir repartir à la hausse, mais il va falloir patienter encore une fois, je pense, au niveau de la macro, et il va falloir par contre surveiller, parce qu'on pourrait avoir une question très forte. Par contre, au niveau du BTC, on voit quoi? On voit que on est parti sur un retour de la volatilité, ce qui est plutôt positif, mais c'est encore relativement faible, hein. Je vous remonte, on recule, on prend un peu de recul. Les périodes de volatilité très fortes, hein, on voit que on les connaît, et on est pas loin de 10, entre allez, 15 et 20, alors que là on est doucement à 2, donc on est très très loin en termes de volatilité, mais on a un petit retour de volatilité avec un mois de mai qui a été vraiment très faible. Là on retrouve sur quelque chose qui est un petit peu plus dynamique, et quand on regarde ce dynamisme, je vous ai déjà montré la dominance du BTC, dans lequel
le mouvement, clairement, est porté par BTC, et ce qui est important de voir, c'est que Ethereum a du mal aussi à suivre, parce qu'on a bien ici Ethereum sur BTC, donc sous-entendu la relation entre les deux, et quand ça chute, ça sous-entend qu'on a un BTC qui surperforme Ethereum, et donc là, c'est exactement ce qui est en train de se faire avec une petite tentative de prise de liquidité, mais on n'a pas fait de rupture et de consolidation en dessous en weekly. Si on fait en dessous, clairement, ça veut dire qu'on va aller chercher ici les 0,058, dans lequel on aura un retest de cet order block qui se trouve là, avec potentiellement un retest du 886, retracement de Fibonacci classique, pour ensuite repartir, donc ça veut dire, encore une fois, un mouvement porté par le BTC, consolidation du BTC, récupération du reste, pour respiration générale. Respiration générale, oui, parce que quand on regarde le total 3, donc qui représente en fait tout sauf BTC et Ethereum, on voit qu'on a eu une petite bougie verte qui est revenue, mais on est quand même relativement loin, on n'a pas ravalé, ne serait-ce que la moitié de la bougie rouge que l'on a eue là, donc on est quand même assez loin, donc il va falloir être patient, encore une fois, parce que ça va être vraiment important. Et cette patience, je vais ouvrir en fait la discussion que je terminerai dans la vidéo de samedi, donc n'oubliez pas, samedi 13h30, d'être là pour cette vidéo-là, où je vais vous expliquer un petit peu ma vision du bull run, parce que là j'ai une représentation en monthly, en logarithmique, pour vous expliquer un petit peu, pour voir justement ce cycle, ce qui se passe avec les différents halvings. Le halving était représenté par les petits points blancs, pour l'instant je l'ai noté en mai, mais ça varie en fonction du nombre de blocs, pour rappel c'est pas quelque chose qui est fixe, mais on est vraiment dans quelque chose qui est très particulier, et l'idée que je voudrais défendre dans la vidéo de demain, et que je vais commencer à défendre aujourd'hui, c'est quelle va être le prochain bull run, à quoi il va ressembler, avec principalement ce qui est en train de se faire. Ces informations que l'on a, l'arrivée des institutionnels, comme d'habitude ça fait 2 bull runs qu'on en parle, hein, l'arrivée des institutionnels, on est censé avoir quelque chose d'institutionnel très fort qui arrive, sauf que là on a quand même des gros acteurs, vraiment des très très gros acteurs, pour ne pas dire les plus gros acteurs qui nous attendent. Et qu'est-ce que ça induit au niveau du prochain bull run? Et ça va être vraiment important de le comprendre pour pouvoir se préparer, et pouvoir aussi se fixer des targets, parce que le fait qu'on ait des institutionnels, c'est-à-dire qu'on ait beaucoup de liquidités qui va arriver, le fait d'avoir beaucoup de liquidités induit une modification structurelle du fonctionnement de la crypto, en tout cas des marchés crypto, et ça, c'est demain à 13h30, si vous voulez en savoir plus. Et si jamais vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, où je commence à aborder justement le rôle des institutionnels et me poser la question, est-ce que c'est bien ou pas que des institutionnels rentrent sur le marché crypto, je vous la mets ici de façon à ce que vous puissiez avoir toutes les informations, et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.